Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Bonjour Frédéric Lordon. Bonjour. Vous êtes économiste, philosophe. On vous a notamment beaucoup entendu il y a quelques mois au moment de Nuit debout. Nuit debout, paraît-il, est en train de renaître de ses cendres. On voit à nouveau des comités fleurir un peu partout. On écoute Nuit debout, première version. Le mécontentement, la frustration est bien supérieur. Enfin, on va au-delà que la loi comment est. Et vous venez ici pourquoi pour essayer de réfléchir, pour trouver des idées nouvelles, Tout à fait. Pour faire quoi? Oui, exactement. C'est-à-dire envisager une autre façon de faire de la politique, envisager une autre société. Qu'est-ce que vous réclamez dans cette France d'aujourd'hui? De l'écoute. Ça veut dire les citoyens, on donne pas un blanc-seing pendant 5 ans et puis tu réformes comme tu veux et tu fais ce que tu veux et rendez-vous aux prochaines élections. Diriez-vous, Frédéric Lordon, que le mouvement est en train de renaître, qu'il n'a jamais cessé d'exister ? Je n'en sais rien pour tout vous dire. Il m'arrive de temps en temps de faire un détour par la place de la République, de regarder ce qui s'y passe et je vois qu'un peu de vie politique y a repris. Je m'en réjouis. Quant à savoir si on pourrait assister à une renaissance en bonne et due forme, enfin à quelque chose qui aurait l'ampleur de ce qui s'est passé au printemps, je dois dire que mes capacités de pythoniste sont un peu dépassées. Je n'en ai pas la moindre idée. Mais enfin, il y a la braise rougeoie sous la cendre et c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors vous êtes avec nous pour ces deux parties des matins. On va donc évoquer différents sujets. Vous publiez Les affects de la politique aux éditions du Seuil, Frédéric Lordon, un livre où vous montrez à quel point les passions, selon vous, ont un rôle essentiel dans le domaine de la politique, à quel point elles ne doivent pas être négligées. Vous dites finalement que ce qui pourrait passer pour irrationnel n'est en rien méprisable. Expliquez-nous pourquoi. Oui, il faut commencer en effet par dire quelque chose de la proposition générale de cet ouvrage. Lorsqu'on dit il y a des passions en politique, on livre un énoncé avec lequel beaucoup de gens peuvent spontanément se retrouver d'accord, mais jusqu'à un certain point seulement. Et toute la proposition théorique de ce livre, c'est d'amener le lecteur au-delà de ce certain point qu'il refuse de dépasser. Alors qu'il y ait de la passion en politique, bah oui, ça, les gens l'accorderaient aisément. Les uns veulent pendre les autres à un croc de boucher, les autres veulent marcher sur les uns de préférence du pied gauche parce que ça porte bonheur, etc., etc. Bon, bah, c'est normal, c'est la politique, c'est un monde d'emportement, etc. Mais par ailleurs, ajoute-t-on, la politique, dans son acception la plus haute, c'est aussi une question d'idées, de principes, de valeurs, d'argumentation, de discussion rationnelle, si possible, etc., etc. Et c'est évidemment là que naît le dissensus. Car la proposition spinoziste est d'une toute autre nature. La proposition spinoziste consiste à dire que le terme d'affect doit être compris bien au-delà de ce que l'esprit commun ou le sens commun contemporain reçoit sous ce mot. Par affect, on entend en général les émotions. Voilà. Alors, l'usage typique du mot d'affect, c'est c'est un affectif, il est trop dans l'affect, ou bien au contraire, il est sans affect, etc., etc. Bon. Mais les affects chez Spinoza, c'est bien plus que les émotions. Affect, c'est la dénomination la plus générale de l'effet produit par une chose sur une autre. Donc, en particulier, de l'effet produit par un homme sur un autre, ou par un groupe d'hommes sur un autre groupe, par la multitude sur chacun de ses membres, etc., etc. Et, dans ces conditions, sous cette définition extrêmement étendue, les idées cessent d'être un terme antinomique aux affects et aux passions. Et on le sait bien en réalité d'une certaine manière, car les idées ne nous touchent que dans certaines conditions particulières. Et ces conditions, c'est précisément qu'elles soient accompagnées d'une certaine manière par des affects. Et c'est cela même qui nous rend sensibles à ces idées. Et dans ce livre, on peut trouver, ou en tout cas moi, j'ai cru trouver une critique de ce que vous appelez les petits producteurs intellectuels, éditorialistes, experts, hommes politiques, universitaires, ce que Bourdieu appelait les demi-savants, qui pensent que les idées dominent le monde, qui pensent en réalité, selon vous, que leurs idées dominent le monde. Ils ont tort ? Oui, en effet, alors tout dépend de ce qu'on entend exactement par idée. C'est ça la question. Spinoza prend le mot d'idée au sérieux, c'est-à-dire qu'il considère les idées dans leur dimension purement idéale. Et dans ces conditions, montre-t-il, car c'est là effectivement tout le centre de l'affaire, tout ce dont j'essaye de parler. En tant qu'elles sont considérées comme purement idéales, les idées n'ont pas d'effet sur les corps. Elles sont incapables de déterminer des mouvements de corps. Spinoza dit de manière imagée, l'idée du chien ne mord pas.
Or, en effet, les petits producteurs, ceux que j'appelle à la manière de Bourdieu les petits producteurs intellectuels, ont eu tendance à soutenir la thèse que les idées mènent le monde au terme d'un syllogisme qui était cousu de fil blanc, puisque l'idée est que si les idées mènent le monde et que nous sommes les producteurs d'idées, alors c'est nous qui menons le monde. Mais si l'on suit la ligne spinoziste, il n'en est rien. Les idées ne mèneront le monde qu'à certaines conditions très particulières, et ces conditions sont d'ordre passionnel, à savoir que si ces idées sont accompagnées d'affects qui ont été produits adéquatement pour qu'elles puissent affecter le plus grand nombre, puisque c'est ça l'affaire de la politique. Et d'une certaine manière, moi, il m'a semblé que Marx avait dit ça à sa façon, je crois que c'était la contribution à la critique de la philosophie du droit de Hegel, où Marx dit à peu près ceci, les armes de la critique ne sauraient remplacer la critique des armes, mais la théorie peut devenir une arme si elle s'empare des masses. Alors là, tout est dit, si vous voulez. Les armes de la critique, bah oui, en effet, c'est ce que produisent les intellectuels ou les petits producteurs d'idées. Ne saurait remplacer la critique des armes, c'est-à-dire, d'un point de vue métaphorique, l'action politique en marche. Bon. Pour que la théorie devienne une force efficace, il faut qu'elle réussisse à s'emparer des masses, et ma thèse est que cet emparement est d'ordre passionnel. C'est cela dont j'essaye de faire la théorie. Alors, puisque vous parlez de critique des armes et de méthodes, en quelque sorte, qui pourraient mobiliser l'émotion des individus, je vais vous faire entendre un extrait d'un reportage consacré à un épisode qui a été très largement commenté de part et d'autre. C'était cette fameuse chemise du DRH d'Air France. On écoute un reportage de l'époque. Aujourd'hui, on est dans une falaise et en gros, on nous dit soit on vous pousse, soit c'est vous qui vous y jetez. Donc vous voyez bien que c'est compliqué. On ne peut pas rester là comme ça. Voilà. Ça, c'est vraiment une scène qui mobilise beaucoup d'émotions, beaucoup d'affects, Frédéric Lordon, et qui en a mobilisé d'autres, de part et d'autre. Votre analyse de ce qui s'est passé à l'époque? C'est vraiment un épisode d'un très haut intérêt politique, mais également théorique. Je veux dire, bien sûr, il y a dans l'affaire de la chemise déchirée du DRH une occasion idéale de revenir sur les asymétries caractéristiques de la violence symbolique, qui font que certaines violences sont perçues et d'autres non. Mais pour ce qui me concerne, il me semble que l'intérêt est ailleurs, et il réside dans la possibilité de l'analyse passionnelle ou l'analyse affective approfondie qu'on peut faire à partir de cette scène. Car en effet, ce sont des mécanismes extrêmement fondamentaux qui se trouvent mobilisés là, et en particulier l'un de ceux sur lesquels Spinoza a lourdement insisté, à savoir l'imitation des affects. Si vous voulez, cet épisode, c'est vraiment une occasion de méditer le pouvoir des images, le pouvoir d'affecter des images, et l'effet politique qui suit de la monstration sélective des images. Car cette scène nous montre quelque chose, mais ne nous montre pas d'autre chose. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, dans les affects de la politique, le livre que vous publiez, Frédéric Lordon, vous dites finalement, les médias, lorsqu'ils montrent cette séquence, la chemise arrachée, ils ne montrent pas l'essentiel est ailleurs. L'essentiel, c'est quoi? Alors, il faut commencer par parler de ce qui est montré et des effets que ça produit. Ce qui est montré, c'est des hommes qui agressent un autre homme. Si on regarde l'image en tant que telle, c'est un homme sans qualité qui est agressé par d'autres hommes sans qualité. Et à ce moment-là, nous dit Spinoza, le mimétisme des affects, qui est l'un des mécanismes passionnels les plus importants, va jouer en faveur de l'agressé, puisque, littéralement parlant, étymologiquement parlant, nous sympathisons avec lui. Par imitation de ses affects, nous sommes tristes à notre tour, et nous haïssons ceux que nous identifions comme la cause de cette tristesse qui lui est infligée. Et en réalité, c'est un mécanisme d'abord qui joue en dehors du contrôle de notre conscience, c'est un mécanisme qui sollicite des automatismes purement corporels, explique Spinoza, c'est réflexe en quelque sorte, et c'est un mécanisme qui joue même lorsqu'on voit lyncher le pire des tyrans, même le pire salaud, lorsque vous le voyez aux mains d'une foule, vous ne pouvez pas vous empêcher, si peu que ce soit, ça peut être un affect très fugace, très faible, mais vous l'éprouverez quand même, vous ne pouvez pas vous empêcher d'éprouver quelque chose qui soit de l'ordre d'une sympathie. Alors ça, c'est la scène, mais isolée, coupée de tout. Or, cette scène, elle a été précédée d'autre chose.
Elle a été précédée d'autres choses qu'on ne nous montre pas. Et que si on nous le montrait, cela conduirait notre mimétisme affectif, par exemple, à être orienté dans de toute autre direction. Car à cette violence que nous voyons dans cet épisode, eh bien, il faut accorder une violence antécédente, peut-être. La violence du rapport salarial, la violence sociale du capitalisme, etc. Car ces gestes, ces mouvements de corps qui s'accomplissent dans cette scène ne sont pas des effets sans cause. Et là, vous voyez le pouvoir absolument phénoménal de la sélectivité médiatique, qui précisément nous montrant des scènes détachées de ce qui les a engendrées, nous fait paraître des effets sans cause et oriente nos sympathies affectives dans une direction plutôt que dans une autre. Alors que si la scène, si l'ensemble du processus nous avait été présenté au complet, probablement aurions-nous réagi d'une toute autre manière. Et on pourrait vraiment généraliser la chose lorsqu'il y a des épisodes de grève, par exemple, où on nous montre certaines choses et pas d'autres, des effets sans cause. Ce que vous êtes en train de dire finalement, Frédéric Lordon, c'est qu'on a toujours raison de se révolter ? On a toujours de bonnes raisons de se révolter. Alors on pourrait partir d'une intuition dont je vous accorderai le caractère un peu rustique, mais qui me paraît assez robuste et bien fondée, c'est que les gens, en général, les salariés en particulier, ont une préférence pour la tranquillité. C'est un effort, c'est une lutte vis-à-vis de soi-même, de se déclarer mécontent, de se déclarer souffrant, de se mettre en grève, de descendre dans la rue, et l'on n'y descend que si l'on a été déterminé à y descendre. Voilà. Donc il faut s'intéresser à ces processus de détermination si on veut comprendre quoi que ce soit aux crises sociales. Mais alors, vous êtes à la fois philosophe, économiste, on vous doit un certain nombre d'ouvrages d'économie. Pourquoi dans ce cas-là ne pas en quelque sorte éclairer le débat public? Pourquoi ne pas prendre la tête de cette mobilisation? Nuit debout avait pour but donc de conduire à une mutation sociale. Je ne sais pas quel terme lui donner. On a l'impression que ça s'est arrêté en rase campagne, même si ça renaît. Est-ce que vous n'avez pas finalement des regrets, Frédéric Lordon, de ne pas avoir pris de manière plus concrète la tête du mouvement ? Aucun regret pour plein de raisons. Nuit debout avait pour but, etc., avez-vous dit. Mais je ne sais pas si Nuit debout avait un but en réalité. Bon, mais bien sûr, dans l'esprit des initiateurs de Nuit debout, il y avait quand même quelques intentions et quelques finalités. Mais je pourrais dire qu'il s'agissait des finalités génériques, que quelque chose se passe enfin. Quelque chose se passe enfin dans cette vie politique qui est définitivement congelée par les institutions de la Ve République, et que quelque chose ne peut s'y passer que si on contourne ces institutions. Pour le reste, Nuit debout était un mouvement dont les inclinations inséparablement idéologiques et passionnelles allaient contre l'idée que quelqu'un prendrait la tête de ce mouvement. Et l'idée ne m'en a pas plus traversé l'idée qu'à quiconque d'autre. Mais sans incarnation, c'est compliqué de faire vivre un tel mouvement. Et on se souvient par exemple du texte de Lénine sur la maladie infantile du communisme, le gauchisme. On se souvient également de votre blog où vous écriviez qu'il ne fallait pas de revendications. Est-ce que là, stratégiquement, sur le plan politique, c'était une bonne manière pour faire vivre le mouvement, Frédéric Lordon? Je ne méconnais pas les forces anthropologiques de la personnalisation et de l'incarnation. On pourrait en revenir à toute une série de choses qui avaient été écrites par Durkheim, qui avaient été écrites également par Bourdieu sur le porte-parole, le groupe qui existe par l'intermédiaire de celui qui représente le groupe, etc., etc. Et qui sont des choses qui touchent à des mécanismes sociaux, en effet, extrêmement profonds. Donc c'est une question d'une grande profondeur anthropologique et qui pose de grandes difficultés politiques de savoir si on peut ou non faire l'économie de l'incarnation et de la personnalisation. Et il est possible que Nuit debout ait évacué cette question-là d'un revers de main en la croyant résolue, alors que finalement elle continue toujours de travailler la politique d'une certaine manière. Est-ce que vous pourriez vous présenter à la présidentielle? Est-ce que vous pourriez entamer une carrière politique? On dit que l'idée a traversé l'esprit de Pierre Bourdieu, dont vous êtes
proche intellectuellement et affectivement. Est-ce que vous pourriez, vous aussi, subir ce type de mutation, Frédéric Lordon? Et je crois qu'il n'y a pas de désir qui me soit plus étranger. Et c'est probablement là aussi l'une des raisons qui ont conduit à ce que je désarme de toute velléité, si jamais j'en avais eu, de prendre, entre guillemets, la tête d'un mouvement comme Nuit debout, qui en réalité ne l'aurait simplement pas admis, si vous voulez. Quiconque se serait présenté pour prendre la tête se serait fait expulser séance tenante, me semble-t-il. Donc c'était un match qui était plié d'avance. Mais pour le reste, mais moi je ne suis pas un homme politique. D'ailleurs, je trouve extrêmement symptomatique que cette question me soit posée. Je vous accorde de vous faire l'écho d'une interrogation qui est née en quelque sorte spontanément et presque par un processus sans sujet. Mais comme si le fait d'avoir acquis une certaine visibilité dans le registre de l'intervention politique devait s'en suivre nécessairement le désir de devenir un homme politique, d'être candidat à la députation, à la présidence de la République ou ce que vous voulez, mais jamais de la vie. Et en réalité, c'est vous dire la puissance de l'imaginaire institutionnel de la République bourgeoise, de la Ve République en particulier, qui pense qu'il n'y a pas de trajectoire politique possible hors de ces sentiers institutionnels. Bon, alors fabriquez un programme dans ce cas-là et donnez-le à un homme politique ou à quiconque d'ailleurs souhaiterait s'en emparer. Est-ce qu'il ne faut pas faire de l'ingénierie sociale? Quand vous dites pas de revendication, on se dit bon mais alors que veut Lordon? Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt énumérer un certain nombre de choses qui pourraient améliorer cette situation que vous trouvez bloquée? Et je vais vous faire une réponse contradictoire. Des propositions, en réalité, depuis le début de la crise financière et même un peu avant, je ne cesse d'en faire. Alors, les propositions, c'est pas la même chose qu'un programme tout armé, vous comprenez. J'ai fait des propositions, moi, dans mon champ de compétences. Comment réguler la finance? Comment traiter les problèmes de la politique économique exposés au marché financier? Comment sortir de ce foutoir de l'euro, etc. Bon, voilà, c'est l'époque où j'étais économiste en particulier. Mais pour le reste, j'ai toujours considéré qu'il y avait lieu d'entretenir la plus grande méfiance vis-à-vis des intellectuels qui prétendaient faire sortir le programme de la société nouvelle tout armé de leur front jupitérien. Voilà, bon. Et pour le coup, ça aussi, c'est des manières de prendre la tête d'eux, subreptice, par le détour de l'intellectualité qui guide le peuple, etc. Et je pense que de ce genre de schéma, on est maintenant largement revenu. L'élaboration des idées, l'esquisse des arêtes d'une société nouvelle. C'est comme la politique en général. C'est une affaire collective et c'est une affaire de division du travail. On continue à en parler vers 8h20. On continuera à évoquer votre livre, Frédéric Lordon, Les affects de la politique, publié aux éditions du Seuil. En attendant, il est 8h sur France Culture. Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Car vous publiez un ouvrage, Frédéric Lordon, un ouvrage de philosophie. Vous êtes économiste et philosophe maintenant, puisque vous dépendez d'un laboratoire de philosophie, Les affects de la politique. Un ouvrage où vous tentez à la fois de réhabiliter les passions en politique, mais aussi le symbolique. Vous dites finalement que les actions symboliques ont un vrai rôle et qu'il faut les prendre absolument au sérieux. Expliquez-nous pourquoi. Mon propos n'est pas tant de réhabiliter les passions dans la politique que de dire que les affects constituent l'élément même de la politique, idées comprises et rationalité comprise. Il n'y a pas d'antinomie entre les affects et les idées, ni entre les affects et les idées rationnelles si on veut qu'elles deviennent efficaces. Et en effet, tout mon propos est de dire que l'action symbolique est le registre même de l'activité politique comprise comme art d'affecter. La politique, c'est l'art de donner de la force à des idées qui, en tant qu'idées pures, n'ont pas de force et qui ont besoin pour faire de l'effet, qui ont besoin de s'adjoindre des suppléments affectifs, des suppléments passionnels. D'une certaine manière, on pourrait dire que toute cette partie de l'ouvrage tourne autour d'une unique proposition de l'éthique qui dit la chose suivante. L'éthique de Spinoza. Qui dit la connaissance vraie du bien et du mal ne saurait réprimer aucun affect en tant qu'elle est une connaissance, mais seulement en tant qu'elle est considérée comme un affect. C'est une phrase que Bourdieu avait reformulée pour son propre compte en disant « Il n'y a pas de force intrinsèque des idées vraies ». Et il avait ajouté aussitôt derrière
Et c'est la phrase la plus triste de toute l'histoire des idées. C'est vrai qu'elle est triste, cette phrase, puisque d'une certaine manière, elle nous dit que la présentation du vrai en tant que vrai ne suffit pas à rallier tout le monde à sa propre norme. Donc si on veut que les idées deviennent, littéralement parlant, mobilisatrices, il faut leur adjoindre quelque chose qu'elles n'ont pas en tant qu'idée, et c'est ça l'objet même de l'activité politique. Et moi, il me semble que la chose ne se voit jamais aussi bien, par exemple, qu'à propos du problème du changement climatique. Bon, la science climatique produit des idées qu'on a tout lieu de tenir de plus en plus pour des idées vraies. Et malheureusement, ces idées vraies sont impuissantes à déterminer quelque action correctrice. Alors, pour que les idées vraies de la science climatique produisent des effets, qu'elles tardent à produire, il faut qu'elles trouvent le secours de ce qu'on pourrait appeler l'activisme politique. Donc, la politique, c'est monter des machines affectantes pour que les idées impuissantes deviennent puissantes, pour empuissantiser les idées. Lorsqu'on lit sous votre plume, Frédéric Lordon, une défense du symbolique, on pense que la politique aujourd'hui, c'est devenu beaucoup de symbolique, c'est-à-dire beaucoup de mesures qui finalement touchent peu de personnes, dont on discute beaucoup, dont il est énormément question, à tort ou à raison. Mais si on prend par exemple le quinquennat de François Hollande, il y a eu beaucoup de mesures dites symboliques. Il y a eu par exemple la taxe à 75% sur les hauts salaires, qui était une idée parfaitement symbolique puisqu'elle n'était pas là pour rapporter de l'argent. Et puis finalement, cette idée, elle a été amendée, suramendée, et puis finalement, il n'y a jamais eu de taxe à 75%, il y en a eu 2 ans, et puis celle-ci est partie. Est-ce que vous avez vraiment raison de défendre le symbolique? Est-ce que c'est ce symbolique-là auquel vous faites référence? Voilà, vous venez de le dire vous-même, il se trouve qu'avec un mot unique, nous sommes en train de parler de 2 choses très différentes. Ce que j'appelle symbolique n'a rien à voir, ou la manière dont vous avez posé la question au début, le premier emploi que vous avez fait du terme symbolique, n'a rien à voir avec ce qu'on appelle ordinairement le caractère symbolique de la politique, les mesures à caractère symbolique, etc., qu'il faudrait moins qualifier de politique symbolique que de politique cosmétique. Ce que j'appelle politique symbolique, c'est vraiment l'activité politique en tant qu'elle fait entrer certaines idées dans l'imaginaire et dans la vie passionnelle des gens. Voilà, ça. Et ça, c'est tout autre chose. Un exemple, donc vous avez pris l'exemple du débat autour du réchauffement climatique. Est-ce qu'il y a une autre politique symbolique qui trouverait grâce à vos yeux? En l'occurrence, le propos du livre n'est pas tant d'identifier des choses qui trouvent grâce ou qui ne trouvent pas grâce, mais d'analyser les mécanismes par lesquels une politique se convertit en activité symbolique et commence à à acquérir de la force et à trouver un pouvoir d'affecter. Alors là, effectivement, il y a un problème par rapport à côté du changement climatique auquel je pense particulièrement, c'est le problème de la dette. Voilà. Alors la dette, ça c'est vraiment une question très intéressante. La dette, si vous voulez, c'est une abstraction. La dette, c'est une abstraction pour technocrates. La dette, le déficit, tout ça, c'est vraiment des idées statistiques qui n'ont aucune contrepartie dans la vie réelle des gens. On écoute Pierre Moscovici pourfendant la dette. Première chose, l'endettement public comme adversaire commun des Européens. C'est un point important. Deuxième chose, il faut que les Européens se dotent, je crois, d'instruments d'action qui leur soient propres. Voilà, nous parlons d'endettement public. Vous parlez de ce qu'on appelle le gouvernement économique de la zone euro. Je parle des instruments à ce stade. D'accord. Si vous voulez, il y a d'abord l'objectif, ensuite il y a l'instrument. L'instrument, ça peut être... On a parlé par exemple de mettre la Grèce sous la tutelle du Fonds monétaire international. Je ne le crois pas. Mais puisque vous évoquiez tout à l'heure des outils, pourquoi pas un fonds européen de soutien, de solidarité. Et j'ajoute que de ce point de vue-là, on continue d'avoir une Europe qui, elle, ne peut pas s'endetter. L'absurdité, c'est qu'on a des États surendettés et qu'on a une Europe, Jacques Delors avait parlé de ça dès les années 90, une Europe qui, elle, n'a pas la capacité d'emprunter. Il faut la doter de ça. Alors, on entend Pierre Moscovici pourfendre la dette. C'est un discours qui est très général. On a choisi Pierre Moscovici, mais on aurait pu en prendre d'autres. C'est une politique frappée au coin du bon sens, Frédéric Lordon. Voilà. Non, ça c'est un échantillon tout à fait caractéristique de la politique comme art d'affecter, comme ars affectandi. Et d'ailleurs, il faut noter que aussi bien qu'il y a un activisme politique critique, celui qui tente d'empuissantiser les idées du changement climatique, par exemple, il y a un activisme passionnel gouvernemental. Le rêve des gouvernants, c'est de faire penser les gouvernés comme des gouvernants.
c'est de mettre dans la tête des gouvernés des problèmes de gouvernants, et notamment ce problème de la dette, qui n'entre pas spontanément dans la tête des gouvernés, parce que précisément la dette et le déficit, disais-je, sont des abstractions qui sont étrangères à leur expérience commune. Comment faire que les idées abstraites de la dette et du déficit entrent dans la vie des gens, que cette chose qui est sans rapport avec leur existence s'installe à l'intérieur de leur vie passionnelle? Eh bien, il y a toute une série de procédés, il y a toute une série de machines affectantes, gouvernementales en l'occurrence, qui sont mises en œuvre pour précisément obtenir cet effet absolument improbable a priori. Alors, on fait défiler des experts sur les plateaux, on mobilise leurs effets d'autorité, ils sont revêtus des titres universitaires, ils s'adressent à nous avec un index tremblant, nous disant le pays est en faillite, etc. Et nous imitons leurs affects. Ils sont préoccupés, nous sommes préoccupés à notre tour. Si un sismologue venait nous annoncer qu'un tremblement de terre est sur le point de se produire, eh bien, nous partagerions son anxiété. Et là, de même. Il y a une autre machine affectante typique de la politique passionnelle de la dette, qu'on a vu, qui a été montée d'ailleurs aux États-Unis, qui consistait, je ne sais plus sur quelle place de New York, à dresser une espèce de compteur à 14 chiffres qui figurait le déroulement, l'augmentation en temps réel sur une année fiscale de la dette souveraine du pays. Et alors, on dit que cette machine frappe les esprits, mais on a tort là, mais c'est ça, un problème philosophique très profond. En réalité, vous voyez bien que ce dont il s'agit en première instance, c'est moins de frapper les esprits que d'impressionner les corps. Vous êtes stupéfait vous êtes stupéfait d'anxiété du fait de voir le compteur tourner à une vitesse sidérante. Alors voilà, ça c'est la politique comme art d'affecter dans toute sa splendeur. On va revenir à l'économie puisque Marie Viennot, ma camarade de la rédaction, est entrée dans ce studio, mais au fond, ce que vous n'aimez pas, ce sont les abstractions lorsqu'elles sont présentées comme étant en quelque sorte des réalités. Or, on a l'impression en ce moment qu'en politique, il y a beaucoup d'abstractions. Par exemple, vous vous méfiez de l'histoire avec un grand H, mais on voit que le débat politique français tourne beaucoup autour de l'histoire, autour de l'identité, autour de ces choses qui finalement sont des idées dont on voit la force agissante. Et alors, c'est cela, finalement, la politique que vous récusez, Frédéric Lordon? Ah non, en l'occurrence, il ne s'agit ni de la récuser, ni de l'endosser, il s'agit de l'analyser et de déplier la production des effets. Vous avez quand même une large méfiance vis-à-vis de cette politique-là. Je peux vous citer, par exemple, sur l'histoire. Vous dites l'histoire est le nom d'abstraction sous lequel nous récapitulons toute une série de processus concrets, mais c'est une abstraction. Ce qui veut dire que vous en méfiez. Ah oui, mais je m'en méfie si on lui fait connaître la transsubstantiation qui en fait une espèce d'entité agissante par soi. Et en l'occurrence, ce mais passage... c'est ça l'opération, généralement, lorsqu'on manipule des symboles en politique. Alors, on ne parle pas exactement de la même histoire. Là, ce à quoi vous faites référence, j'ai l'impression, c'est l'histoire en tant qu'elle produirait un imaginaire de l'identité, de l'appartenance, etc. C'est-à-dire un imaginaire, précisément. C'est-à-dire un ensemble de fictions, plus ou moins bien articulées, mais en tout cas quelque chose qui est sans rapport avec des processus réels. Moi, l'histoire telle que je l'entends dans ce livre, c'est plutôt l'opérateur des transformations historiques. Oui. Et il s'agissait en l'occurrence d'entrer dans la discussion de la prophétie marxienne et de sa téléologie qui nous annonce l'avènement nécessaire, endogène en quelque sorte, du dépassement du capitalisme et qui nous l'annonce si bien que d'une certaine manière, nous n'aurions presque plus rien à faire que d'être spectateurs de cette histoire qui se fait toute seule. Et ce que je veux signifier par là, c'est que l'histoire, de même que l'idée de chien ne mord pas, l'idée d'histoire n'agit pas, et que c'est aux hommes qu'il incombe de faire leur histoire. Marie Viennot est dans ce studio, elle souhaite vous faire revenir à vos premiers amours. Frédéric Lordon, autrement dit, à l'économie. Marie. Bonjour Frédéric Lordon. Alors, vous me disiez quand même que vous continuiez à regarder un peu les sujets économiques et financiers quand il vous semble important. Alors, quelle est votre analyse justement sur la Deutsche Bank, cette banque qui pose un risque systémique au système financier international et qui va très mal en ce moment? Là, pour le coup, c'est sans solution de continuité. Ou plus exactement, si, il faudrait une solution de continuité. Variation de registre brutale. Alors en effet, j'ai pour partie seulement, décelé des problèmes économiques. Quand même, je continue de scruter d'un œil à concurrence de mes domaines de spécialité. Mais en effet, la finance, la finance en a fait partie. Alors, écoutez,
Pour le coup, ce serait une manière de revenir sur ce qui avait été la promesse princeps qui a conduit à l'élection de François Hollande, c'est-à-dire la finance qui est son ennemi. Bon, il faut généraliser le propos d'ailleurs, puisque la démission face à l'empire de la finance n'est pas qu'une caractéristique française, elle est largement partagée à l'échelle européenne et même d'une certaine manière à l'échelle internationale, puisque les États-Unis ont fait une loi à grand spectacle qui s'appelait la loi Dodd-Frank, mais dont la réalité était que finalement la finance a pu continuer de s'adonner à ces petites activités sans beaucoup de problèmes. Je dis pas que rien n'a été fait, mais si peu. Et en tout cas, vraiment, en France ou en Europe, rien du tout. Tant et si bien que les institutions bancaires, par la consolidation qui a suivi la crise, sont plus importantes que jamais. C'est peu dire que nous ne sommes pas débarrassés du problème dit too big to fail. Au contraire, il est là trop gros pour mourir. Trop gros, voilà, trop gros. C'est-à-dire pour qu'on le laisse on est obligé de sauver les banques puisque si elles exactement. Voilà. Donc la prise d'otage des institutions financières à risque systémique, la prise d'otage des pouvoirs publics par ces institutions financières privées est plus mordante que jamais. Vous proposiez, Frédéric Lordon, une nationalisation des banques. Est-ce que pour vous, c'est une solution qui est toujours à l'ordre du jour ? Mais plus que jamais, mais évidemment pour qu'elle le revienne véritablement, il faut comme toujours qu'on approche d'un point de crise suffisamment aigu pour que soient révoquées toutes les doctrines en usage et qu'on se mette à faire des choses qui étaient réputées infaisables et à dire des choses qui étaient considérées comme indicibles. Alors dans le cas de la Deutsche Bank, ce que je voudrais ajouter, c'est que bon, alors évidemment, c'est l'institution à risque systémique par excellence, européen, mondial même, mais je trouve que c'est surtout un représentant idéal du contresens prudentiel qui est partagé par toutes les autorités de régulation financière. Contresens qui tient que le problème, celui dont on doit faire le critère de la surveillance des institutions bancaires, c'est la solvabilité. Et moi, je crois qu'en période de crise financière aiguë, où nous ne sommes pas, techniquement parlant, le problème n'est pas celui de la solvabilité ou de l'insolvabilité, le problème c'est celui de la crise de liquidité fulgurante. Et que ça c'est une toute autre problématique pour laquelle rien n'est fait véritablement, à peu de choses près. Et vous pensez que ça nous menace quand même, la Deutsche Bank, on va avoir un sauvetage prochainement, c'est quelque chose qui peut arriver? Alors là pour le coup, c'est typiquement le genre de question auquel il est impossible de répondre, parce que le sort de la Deutsche Bank ou d'institutions de ce genre est tout entier sous la médiation de l'opinion et de la réaction passionnelle, pour le coup, des opérateurs financiers. Alors, si vous voulez, si les opérateurs financiers commencent à juger que la Deutsche Bank constitue un risque de crédit et un risque de contrepartie intolérable, alors la Deutsche Bank cessera de trouver des contreparties pour transacter et cessera d'avoir accès au refinancement. Et alors là, la crise sera avérée. Donc on va pas trop le dire ici, à ce micro, alors. Frédéric Lordon, vous êtes plusieurs fois élevé contre l'euro, contre la manière dont l'euro avait été construit. Il y a eu le Brexit. Est-ce que vous pensez que la France devrait suivre l'exemple du Brexit ou en tout cas construire un Frexit? Ma position serait celle du démantèlement ordonné. Je pense que ça serait évidemment, il faudrait entrer à nouveau frais dans ce débat qui est profond, qui est compliqué, etc. Je pense que la possibilité, l'espoir que continue de nourrir quelqu'un comme Yanis Varoufakis d'une démocratisation réelle de la monnaie unique européenne, qui est notoirement non démocratique, cet espoir est un rêve de singe. Voilà, pour plein de raisons dans le détail desquelles je ne peux pas rentrer. Donc, nous n'aurons le choix que de continuer de souffrir un euro non seulement austéritaire, mais radicalement antidémocratique, ou bien de le quitter, ou bien d'attendre qu'il vole en éclats sous l'effet d'une crise endogène qui pourrait être déclenchée, par exemple, par un épisode du type Deutsche Bank. Bon, voilà, alors c'est ça. Mais l'exemple anglais, par exemple, est-ce qu'il vous attire ? Écoutez, moi, en tout état de cause, ce qui m'attire, ça serait l'idée qu'un débat européen se rouvre et qu'il soit consacré, comme ça avait été le cas pour le traité constitutionnel européen en 2005, par un référendum. Et ça, c'est quelque chose qui vous paraît aujourd'hui souhaitable, donc? Absolument.
Marie Viennot, une dernière question. Oui, quand vous étiez économiste, vous aviez des conditions très strictes pour intervenir dans les médias, notamment parce que vous disiez que le déséquilibre était tel entre la pensée dominante en économie et la vôtre qu'il fallait vous laisser seul. Bon, là, on voit que vous êtes encore seul. Mais est-ce que vous pensez que les choses ont quand même évolué dans la façon dont les médias parlent, notamment des économistes hétérodoxes, orthodoxes ? Alors un petit peu, l'histoire progresse, mais lentement, à petits pas. C'était quand même bien le moins qu'après un épisode d'une amplitude historique comme la crise qui s'est ouverte depuis 2007-2008 et qui a, je m'excuse de le dire avec cette rudesse, mais renvoyé aux poubelles de l'histoire intellectuelle les doctrines de l'orthodoxie en matière de déréglementation financière. C'était bien le moins quand même que des voix un peu dissidentes commencent à frayer leur chemin et se faire entendre dans les médias. Donc oui, c'est vrai. Alors par exemple, moi je ne fais plus partie des économistes atterrés, mais je vois qu'ils ont une présence dans les médias et ça n'est pas si mal. Alors je les vois se battre vaillamment dans des émissions qui ont souvent tout du guet-apens, puisqu'on les fait venir seuls contre 3 autres, avec 2 animateurs qui sont du côté des 3 autres. Bon, et alors ils se bagarrent comme ils peuvent. Alors moi personnellement, je n'ai pas envie de jouer ce jeu-là, mais finalement c'est pas si mal tout de même que ces petites voix dissonantes se fassent entendre.